c'est mon tour. Bonjour, mon tour à vous saluer. Bienvenue au rapport Boivin, 14e chapitre déjà. Mon Dieu que le temps file. Alors, bienvenue téléspectateurs, tatrices de TVC Basse-Lièvre et de MaTV. Comme vous le savez, on enregistre cette émission le jeudi après-midi. Donc, si je manque de quoi le vendredi, samedi, dimanche, blâmez-moi pas. C'est une petite revue de ce qui a pu se passer cette semaine et mon Dieu qui s'en est passé encore une fois cette semaine. L'actualité, ça ne manque pas. Vous vous souviendrez, pour les fidèles de l'émission, la semaine dernière, j'ai fait quelque chose que je pensais jamais faire depuis le 8 novembre 2016. C'était de féliciter le président américain Donald Trump, qui pour une fois avait l'air présidentiel. Vous vous rappellerez, il avait livré un discours devant le Congrès. C'était un ton différent. Bien, croyez-le ou non, aux surprises, chasser le naturel, il revient au galop. Alors, mon ami Donald Trump s'est fait aller la trappe, en fait, par le biais de Twitter. Samedi matin, il nous en a sorti toute une et depuis ce temps-là, ça se jase sur tous les tons à travers la planète. Je ne fais pas de blague, là, à travers littéralement la planète. C'est devenu viral, mais pas nécessairement pour les bonnes raisons. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le beau président américain? Il est allé dire la chose suivante. Je vous en fais une traduction un peu peut-être... ça vaut ce que ça vaut, là, mais il a dit « Pendant combien de temps le président Obama a mis sous écoute mes téléphones durant le très sacré processus électoral? Ceci est semblable à Nixon et au Watergate, il a fait un lien avec ça. Mauvais ou malade, entre parenthèses, ou malade, imaginez, en parlant du président Obama. » Ça, c'est le président actuel qui, en gros, ce qu'il dit, il sort ça comme une nouvelle, là, comme si c'était un fait accompli. Pas « Hey, j'espère que cette nouvelle est fausse. J'espère que les journaux que j'aime beaucoup, comme Breitbart, qui sont des journaux de droite, et même Fox, qui laissent croire ou insinuent que j'aurais pu être mis sous écoute, et pas comme président, évidemment, c'était dans le cadre de la campagne électorale qui prétend qu'il aurait été mis sous écoute par le président, l'ex-président sortant, Barack Obama. Alors, mais il l'affirme sans équivoque. Et depuis ce temps-là, ses conseillers, ses agents de communication ne savent plus quoi dire, ne savent plus comment répondre, essaient maintenant de patiner un tout petit peu. Du jamais vu, je vous le dis, cette personne-là est absolument incroyable. Est-ce que c'est voulu? Est-ce qu'il est tout simplement, il fait ça parce qu'il n'est pas, en fait, la personne qui est peut-être pas toute là dans sa tête, c'est lui-même? Je ne le sais pas. Il est peut-être encore trop tôt pour l'affirmer avec assurance, puis je ne veux pas faire la même erreur que lui puis dire n'importe quoi comme si c'était un fait. Est-ce que c'est une tactique de diversion pour faire oublier une semaine qui, bien qu'elle avait bien été, bien commencé avec ce discours devant la Chambre du Congrès, se terminait un peu mal à cause de son histoire de procureur général des États-Unis, M. Sessions, qui a été obligé de se récuser de tout ce qui touche à l'enquête concernant l'ingérence russe dans la campagne électorale américaine parce qu'il avait des contacts privilégiés qu'il n'avait pas dénoncés. Parce que des fois, tu peux avoir des contacts ou avoir eu des contacts avec des gens. Si tu ne veux pas te retrouver en conflit d'intérêts ou en apparence de conflit d'intérêts, parfois, tu peux les divulguer, tu peux aller dire, et ça fait moins cachette. Et là, c'est aux gens de déterminer si oui ou non, ils se sentent quand même à l'aise de faire affaire avec toi dans le contexte, et c'est tout. Alors, tout ça pour dire que c'est pas nécessairement une bonne semaine pour le président américain. J'ai l'impression que ça va être un peu comme ça, des hauts, des bas. Je sais que notre premier ministre va se retrouver à Houston, je crois que c'est à Houston ce soir, pour obtenir un prix au niveau d'une grosse association américaine, association énergétique,
où ils sont énergiques aussi, et énergétique et environnemental, compte tenu de sa position qui permet des pipelines, mais en même temps impose des taxes sur le de carbone. Alors, ça ne sera peut-être pas nécessairement mauvais, mais on sait aussi par des représentants de l'administration Trump qui s'attendent à de grosses concessions de notre gouvernement au niveau de l'entente de libre-échange. Ça augure pas très bien, puis ils disent que c'est grâce à l'attitude très intransigeante du président américain qui fait en sorte que et le président mexicain et le premier ministre canadien ont déjà dit qu'ils feraient des concessions. Ça commence bien une négociation quand tu es déjà en train de faire des grosses concessions, puis ça n'a même pas commencé. Québec solidaire, ils vont avoir, vous savez, porte-parole, c'était Françoise David, Amir Kadir, deux personnages qui, malgré un très petit parti représenté à l'Assemblée nationale du Québec, prenaient beaucoup de place au niveau médiatique. On a pu voir des débats de chefs pendant des campagnes électorales auxquelles participait Françoise David, qui rehaussait, je dois avouer, le calibre de ces débats par son attitude posée, songée, réfléchie, son gros bon sens. Amir Kadir qui a pu des fois mettre à jour certaines situations que s'il n'y avait pas eu de Québec solidaire à l'Assemblée nationale, vous et moi, on ne serait même pas au courant. Et parfois, c'est important de le savoir pour s'assurer de garder nos députés, nos ministres, notre gouvernement en place avec la bonne ligne à suivre. Alors, bravo à ces deux-là. Amir Kadir ne sera plus le porte-parole. Françoise David a pris sa retraite. Il y aura une partielle dans son comté, qui est le comté de Gouin. Alors, Manon Massé, qui est l'autre député élu, ils ont réussi à en faire élire une troisième à la dernière campagne électorale. Manon Massé a annoncé qu'elle se présenterait à la prochaine Assemblée générale, j'imagine, de Québec solidaire, là, convention, appelez-le comme vous voulez. Et qu'elle se présenterait pour être la porte-parole féminine. Et tout le monde attendait, tous les médias attendaient l'annonce de Gabriel Nadeau-Dubois. Vous vous rappelez ce jeune assez articulé, merci, pendant la grève étudiante, qui était un des 3 porte-paroles et qui est allé travailler pour un certain gros syndicat, je pense, après ses études. Tout le monde sentait qu'il irait en politique un jour, mais au moins, il est allé faire autre chose. Il n'est pas parti de l'école puis s'en aller directement en politique. Moi, mon père me disait toujours, va prendre un peu d'expérience de vie, va voir un peu ce qui se passe ailleurs, puis après ça, tu iras tenter ta chance puis essayer de représenter les gens. Alors, c'est plus une surprise. Jeudi matin, Gabriel Nadeau-Dubois a effectivement confirmé ce que tout le monde savait déjà, qu'il se présenterait au sein de l'équipe de Québec solidaire à la partielle d'Angouin pour remplacer Françoise David et qu'il se présenterait aussi pour devenir le porte-parole masculin de Québec solidaire. Je pense que c'est d'excellentes nouvelles pour Québec solidaire. Québec solidaire qui est un parti, je dirais peut-être plus de principe parfois que certains des groupes. Je ne dis pas que les autres partis n'ont pas de principe, mais c'est un parti qui n'a pas nécessairement l'attente de devenir le gouvernement, mais qui a une approche qui ne se dément pas. Ils ne changent pas au gré de où le pouvoir les pousse ou où les groupes d'intérêt les poussent. Ils ont une position et ils la suivent à ce niveau-là. Alors, je pense qu'avec des porte-paroles aussi articulés que Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois, je ne suis pas inquiète pour la relève de Québec solidaire. Ça sera donc intéressant à suivre ce qui va se passer avec ce parti-là. Est-ce qu'il réussira à en faire élire plus? L'avenir le dira, mais si on regarde la coalition Avenir Québec, qui a passé par l'ADQ de Mario Dumont à l'époque, ça a pris du temps avant qu'il soit plus qu'un petit groupe, une petite poignée de main. Alors, bonne chance pour l'avenir. Et puis, je pense que c'est bon pour le paysage politique d'avoir un jeune comme Gabriel Nadeau-Dubois, je pense qu'il a 26 ans ou quelque chose du genre. C'est bon d'avoir des jeunes qui s'intéressent à la politique, c'est bon d'avoir des femmes. Et je salue Québec solidaire d'avoir des porte-paroles au lieu d'avoir un chef de parti, d'avoir 2 porte-paroles, un homme et une femme. Une autre nouvelle qui a fait beaucoup, beaucoup jaser, je ne veux pas me tromper sur ceux qui en parlaient cette semaine, mais il y a un fameux terrain qui se passe, je ne fais pas de blague, là, de main en main depuis, je dirais depuis 2006. Alors, c'est un petit,
un petit terrain de rien du tout qui se retrouve quasiment entre un poteau d'hydroélectricité et une petite maison. Et ça, c'est un fameux terrain qui a appartenu à différents sénateurs. Sénateurs, là, pas les sénateurs d'Ottawa, le club de hockey, là, mais les sénateurs qui sont partis de notre institution démocratique au niveau du Parlement canadien, qui est la Chambre sénatoriale. Et il y a une obligation constitutionnelle qui dit que les sénateurs qui représentent le Québec, je pense qu'on en a 24, là, vous m'excuserez, je me trompe de 1 ou 2, là, mais il y a 24 sénateurs qui proviennent du Québec, qui doivent provenir du Québec. Et une des obligations qui a toujours existé dans la Constitution, c'est que pour devenir sénateur du Québec, et de différentes, parce que le Québec a été séparé en divisions électorales, sénatoriales, il faut que la personne concernée appartienne une propriété d'une valeur d'au moins 4 000 $. Alors, ce terrain-là a appartenu à différents sénateurs depuis 2006, dont le sénateur Michael Fortier, puis je pense que c'est le Journal de Montréal qui en parlait cette semaine. Là, le débat faisait rage à savoir s'il faudrait enlever cette demande archaïque. Moi, j'en ai un petit peu plus sur un autre sujet par rapport à cette question-là. Ça a été fait à l'époque pour que les gens aient une propriété dans le coin qu'ils doivent représenter. Le Sénat avait été mis sur pied, les amis, pour faire un peu le contrebalan des gens qui étaient élus. Alors, c'était supposé d'être une chambre de bien-pensants qui pouvaient dire des fois des politiciens qui jouent à la politique, « Wow, les moteurs, on peut-tu réfléchir un peu avant de prendre telle et telle décision? » Maintenant, on le sait tous, à un moment donné, c'était Stephen Harper qui avait procédé à quoi? 50 nominations, lui qui avait dit qu'il n'en nommerait pas une. Là, c'est Justin Trudeau qui en a nommé je ne sais plus combien, mais à coup de dizaines. Et là, il y en a qui disent « Ouais, mais ça, c'est des meilleures nominations. » L'autre, c'était des nominations purement politiques. Il y a un processus. Je m'en contrebalance. Ça a été fait pour représenter des régions. Les provinces atlantiques qui veulent garder un certain poids dans la Fédération canadienne se servent souvent du Sénat et de son utilité pour dire que c'est la seule façon qu'ils peuvent être représentés. J'écoutais Michael Fortier qui disait cette semaine qu'il ne connaissait pas un seul sénateur qui savait même qui étaient les gens qui le représentaient. Si je vous demandais, savez-vous qui représente la région de l'Outaouais? N'as-tu un sénateur, nous autres? Alors, je vous le donne en mille, il a fallu que je le cherche, j'en avais aucune idée. Et vous le savez comment la politique, j'aime ça et j'en mange. Je n'avais pas d'idée qui était notre sénateur. Alors, le sénateur qui représente non seulement la région de l'Outaouais, mais aussi l'Abitibi-Témiscamingue et les Laurentides partie ouest, tout un territoire, je peux vous dire, c'est le sénateur Charlie Watt qui est là depuis 1984, nommé par M. Trudeau père. Alors, ça veut tout dire. Alors, s'ils ne sont pas pour représenter les régions pour lesquelles ils sont nommés, bien, je ne sais pas à quoi il sert, le Sénat. Je n'ai jamais compris à quoi il servait et je le comprends encore moins. Alors, pensez-y bien, surtout quand on voit des histoires comme celle-là concernant un terrain qui se passe de main en main juste pour satisfaire une obligation constitutionnelle qui ne tient plus la route puis qui ont trop peur de faire changer parce qu'il faudrait réouvrir la Constitution. Une pause, puis on revient. Bonjour, ici Mathieu Daou. Chaque semaine, je vous propose une belle rencontre avec des personnalités d'ici, dans la région. Tribune locale, tous les mardis de 17h30 à TVC Basse-Lièvre. Infomag, c'est un survol de votre actualité locale. Politique, culturelle, faits divers et sport. Mon nom est Mathieu Daou, je vous donne rendez-vous tous les mercredis dès 19h sur TVC Basse-Lièvre. Nous sommes de retour. Alors, je terminais avec le Sénat tantôt, mais là, autre histoire un peu particulière qui a peut-être fait plus de bruit que nécessaire, c'est l'histoire, si vous ne l'avez pas vue, faites juste écrire « Cône orange » sur Google, puis vous allez voir la photo apparaître. Ça a fait le tour du Québec et probablement plus grand encore que le territoire québécois. Est-ce que c'était une vraie nouvelle, une grosse nouvelle, n'importe quel genre de nouvelle? Je m'en contrebalance. Est-ce que ce sujet-là m'intéressait particulièrement?
pas pantoute. Comme bien du monde, j'ai fait « Hey, my God! Hein? » Tu sais, pas pire que d'avoir un arrêt-stop qui est à l'envers ou des lignes qui sont tout croches quand il peinture des lignes dans des rues. L'erreur étant humaine. En tout cas, on s'est retrouvés un matin avec un compte qui semblait pris dans l'asphalte, en tout cas, peu importe. On a eu un représentant de la ville de Gatineau qui est venu dire que c'était pour essayer de le sortir de la glace, qu'on a mis de l'asphalte parce que c'est chaud pour le faire fondre. En tout cas, peu importe. Oui, c'est vrai qu'on a peut-être, au niveau média, joué bien fort là-dessus parce que c'est le genre d'histoire qui frappe l'imaginaire. C'est une image que tu n'as même pas besoin d'écrire grand-chose dessus ou dire grand-chose. Là où ça a commencé à déraper un peu, à mon point de vue, c'est quand le maire, après ses réunions habituelles, se fait poser la question par les médias, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire-là? Parce que c'était son directeur des coms qui avait été obligé de porter la balloune, puis d'essayer d'avoir l'air d'avoir du bon sens en parlant d'un sujet aussi, en tout cas, minable, à mon point de vue. Et le maire, au lieu de juste dire, regardez, j'ai une équipe là, qui s'en occupe, ils vont s'en occuper, ça n'a pas de bon sens, on passe à autre chose, est allé passer un commentaire et je me suis dit, c'est toujours une pente glissante, dangereuse, que d'attaquer le messager. Quand on négocie, quand on discute avec des gens, puis on n'est pas d'accord avec leur point de vue, on dit « je ne suis pas d'accord avec ton point de vue », puis on explique pourquoi on n'est pas d'accord avec le point de vue. On ne dit pas « cette personne-là, c'est un imbécile » ou « c'est un idiot ». Ça change la toune dans ce temps-là. Alors, qu'est-ce que le maire a fait? Au lieu de s'en tenir à dire « regardez, je ne perdrai pas beaucoup de mon temps là-dessus, j'ai du monde qui sont payés pour aller faire ce job-là, ils vont aller la faire, puis on va s'assurer que ça ne se reproduit pas. Alors, ils feront ce qu'ils ont à faire, puis suivant, on passe à autre chose. » Non, il est allé dire aux médias, les médias nuisent à leur crédibilité quand ils font ou ils traitent de ce type de nouvelles-là. Ça, c'est un jeu dangereux que de commencer à passer ce genre de jugement de valeur et d'attaque vis-à-vis celui qui est ton pendant au niveau de la démocratie. Parce qu'on le sait, la démocratie, tu as le pouvoir exécutif, tu as le pouvoir législatif, tu as aussi les médias qui sont là pour... C'est pas pour rien que c'est le droit à la liberté de presse, c'est un principe sacro-saint dans nos chartes de droits et libertés ici au Canada, au Québec. Pourquoi? Parce qu'on croit dans ce principe de la démocratie. On ne vit pas en Corée du Nord ici. On n'est pas sous l'égide d'une dictature à quelque niveau que ce soit. Alors, des fois, oui, on se fait poser des questions on se dit comme politicien, ça n'a pas rapport, vraiment, je ne sais même pas pourquoi je suis obligée de traiter de ça, mais il y a des façons de le faire sans attaquer le messager, à mon point de vue. Alors, on a fait d'une petite histoire niaiseuse et d'une photo qui fait sourire plus qu'autre chose. Puis on hausse les épaules, puis on serre les dents, puis on se dit, maudit, il fallait que ça arrive dans notre ville pour qu'on fasse rire de nous autres. Mais comme dirait ma mère, si tu ne vas pas une risée, tu ne vas pas grand-chose. Et dans ce contexte-là, c'est fini, on tourne la page. Mais là, en faisant ça, ça a continué la nouvelle. Qui d'autre que je connais qui fait ce genre de commentaires-là? Notre ami de l'autre bord de la frontière, canado-américaine, Donald Trump, qui, quand il n'est pas content d'une nouvelle, attaque les messagers, c'est-à-dire les journalistes. Et ça, c'est de l'intimidation parfois. C'est des façons d'essayer de dire à quelqu'un « j'aime pas ce que tu fais », puis là, tu embarrasses, puis là, la personne se sent peut-être un peu mal à l'aise la fois d'après. Heureusement, les journalistes dans la région, les commentateurs, on n'a pas ce genre d'inquiétude-là, puis on ne se fait pas intimider facilement. Puis c'est pas parce qu'on reçoit des félicitations, parce que des fois, ils sont d'accord avec ce qu'on dit, ou qu'on reçoit des insultes parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'on dit, qu'on va changer si on croit dans la liberté d'expression, comme je le crois, sans attaquer non plus personnellement. Je n'ai pas dit le maire est imbécile, c'est pas ça que je dis, là. Puis des fois, il faut que vous autres, à l'autre bout qui m'écoutez, bien, que vous fassiez de l'écoute active. Parce qu'il y en a des fois, moi, quand ils m'appellent ou ils me laissent des messages, « Comment ça que tu as dit telle affaire? » Puis là, je dis, « Mais je n'ai pas dit telle affaire, mais c'est ce qu'ils comprennent. » Alors, assurez-vous des fois que vous avez bien compris le message, mais essayons de ne pas attaquer le messager, ça fait simplement continuer la nouvelle. Journée internationale de la femme,
Vous avez peut-être vu la photo que Sophie Grégoire Trudeau a publiée. C'est elle avec Justin Trudeau, notre premier ministre. C'est sûr qu'ils font des belles photos. C'est un des couples par excellence, le chouchou à travers le monde entier comme couple. Je n'ai pas assez de temps pour vous faire la liste de tous les magazines qui les ont mis à la une à travers le monde. C'est bon pour le Canada, c'est bon pour notre image. On est populaire juste là-dessus. On le sait qu'on est dans une société où l'image est parfois plus importante que le contenu. Mais hier, je vais prendre sa défense parce que hier, mercredi, en parlant de mercredi, le 8 mars, Journée internationale des femmes, Sophie Grégoire a mis une photo d'elle avec Justin, le tenant par la main, et où elle remercie sur Facebook tous les hommes. Elle nous dit remercier les hommes qui appuient justement les filles, les femmes, et sont avec nous dans ce débat, dans ce combat vers l'égalité, vers l'équité et ainsi de suite. Ah ben là, elle s'est faite ramasser et ça a fait des tonnes de débats. Je pense que c'est un aspect important. Est-ce que c'est celui que moi j'aurais mis en évidence? Pas nécessairement, mais elle a certainement le droit de le faire. Et ce qui nuit, à mon point de vue, souvent au mouvement du féminisme et autres, c'est ce fait qu'on dirait qu'il y a juste une pensée magique qui existe, soit de la droite, soit de la gauche, par rapport au féminisme. Et ça m'horripile. Moi, j'ai horreur des compartiments. Il y a différents enjeux, il y a différents débats, il y a différents combats, et ils sont tous importants et ils sont tous bons. Par ailleurs, j'aimerais mieux qu'elle dise à son mari, ça serait peut-être bon que ton gouvernement, qui nous le promet depuis des lunes, l'équité salariale, bien, qu'il y ait une loi, et ils sont encore en train de repousser ça au calendrier grec. Ça m'achale un petit peu plus qu'une photo avec son mari qui a été salué pour avoir fait composé un cabinet 50-50, hommes-femmes, et ainsi de suite. On va avoir des discussions à savoir ce qui a donné des postes bien importants aux femmes, ça reste à voir, je ne suis pas encore convaincue de ça, mais c'est quand même de l'amélioration et on doit saluer ces bons coups-là, peu importe les allégeances politiques. Alors, j'ai trouvé qu'elle a mangé une claque puis une autre, et pas nécessairement avec raison. Il y a suffisamment d'occasions pour leur taper sa tête des fois, mais là, cette fois-là, on aurait pu saluer et simplement continuer. Encore une fois, qu'est-ce qu'on faisait? On attaquait la messagère. Ça devient particulièrement fatigant et ça a contribué à avoir toutes sortes de reportages hier. C'est comme si c'était le nouveau sujet de prédilection au niveau des femmes. Les commentatrices, les blogueuses qui se font ramasser par les internautes de toutes les façons. Occupez-vous de vos affaires, puis laissez pas n'importe qui rentrer sur vos réseaux sociaux et vous allez voir que ce genre de commentaires-là, on les évacue assez rapidement. Pour ça que je suis allergique aux pages, j'aime mieux avoir une relation plus one-on-one avec un à un avec les gens. En tout cas, à suivre. Alors, Sophie Grégoire Trudeau, à mon avis, n'a pas commis d'erreur et méritait certainement pas les attaques imbéciles auxquelles elle a eu droit, le genre de commentaires, je n'ai pas assez de temps pour toutes vous les compter. Entre-temps, on a une ministre de la Condition féminine au Québec, par contre, qui, elle, ne donne pas d'entrevue hier. Je peux comprendre que Lise Thériault s'est tenue loin, est au Japon, ce n'est pas une excuse. Christine Saint-Pierre était capable de faire des entrevues d'à peu près n'importe où, peu importe l'endroit où elle se trouvait sur la planète. Quand un politicien ne trouve pas un petit 5 minutes, avec toutes les techniques qui existent maintenant pour parler à un média qui lui demande une entrevue, c'est parce qu'il ne veut pas. Faites juste vous le dire, là. Je l'ai déjà fait moi-même. Quand tu ne veux pas parler à quelqu'un, tu trouves des excuses, genre « je suis occupée, je suis prise, mur à mur », bon, peu importe. Et ça peut arriver à n'importe qui. Hier, il faut dire que la grosse nouvelle qui s'apprêtait à sortir, c'était que Lise Thériault avait peut-être menacé le premier ministre du Québec de quitter. En tout cas, elle n'a pas l'air dans son assiette, là, mais mettons que ce n'était pas la ministre à la condition féminine que les femmes avaient besoin, qui était en poste hier parce qu'elle brillait par son absence. La 50, je n'en parlerai pas longtemps. Bon, vous en parlez aussi longtemps que le petit chèque qui va avoir été rajouté. Alors, ça ne vaut même pas la grosse nouvelle ou même d'en parler plus longtemps qu'il faut. Le député Iraka de Papineau a annoncé je pense que c'est 2,3 millions qui a été octroyé au niveau du budget du ministère des Transports pour faire une étude, une mini-étude, là, sur un minuscule tronçon d'à peu près peut-être 7 km, alors pas très loin, je suis capable de courser ça, moi, 7 km. Et
on verra, ça pourrait prendre jusqu'à 24 mois avant même qu'on voit qu'est-ce qui ressort de cette étude-là. Je suis un peu surprise parce que quand on a fait la 50, je ne peux pas croire qu'on n'a pas fait toutes les études environnementales sur un plus grand territoire que juste le deux voies qui va jusqu'à la chute, pour la simple et bonne raison que le tracé a subi des modifications en cours de route. Alors, c'est sûr que l'analyse environnementale, puis à moins qu'il y ait des sortes d'oiseaux qui sont allés s'installer là depuis, et j'en doute, je vois très mal en quoi ça va simplement servir à retarder le projet, mais disons qu'on va s'attendre à voir ce type de petites mini-annonces, juste ça donne l'impression, puis quand on arrive en campagne électorale, bien, on peut dire « Hey, j'ai parlé de ça, j'ai eu ça, 2,3 millions, ça vous semble gros, mais quand on parle de budget, juste en matière de transport pour l'Outaouais, de peut-être 100 millions, c'est vraiment une minuscule portion. Ce sont des choix qu'on fait. La seule question que je vous envoie pour réflexion, c'est on a fait grand cas des décès qui ont été occasionnés à cause de la configuration de la 50, à cause de la façon qu'elle est faite, cette 50-là. Si on procède à cette vitesse-là, c'est-à-dire vitesse pas grand V, là, mais en tout cas au pas de trottinette, est-ce qu'on ne met pas la vie des gens en danger? Est-ce qu'on ne devrait pas accélérer le processus et peut-être mettre de côté d'autres projets qui avaient peut-être été annoncés, moins importants, moins dangereux? En tout cas, c'est peut-être comme ça qu'on verra si c'est vraiment une priorité pour les députés de la région et peut-être aller cogner à la porte du fédéral, des députés fédéraux. Il va y avoir un budget le 22 mars à suivre. Il va y avoir bien de l'argent. On l'avait dit l'année passée. Et les constructeurs de la région me disent qu'ils n'ont pas vu grand-chose aller dans la première année de mandat de M. Trudeau. Est-ce qu'on verra plus d'argent se dépenser en infrastructure et peut-être infrastructure routière et qui pourrait aider à compléter un axe routier qui est extrêmement essentiel pour la région et qui présentement est extrêmement dangereux? Je ne peux pas finir l'émission, oui, parce que c'est déjà presque fini, sans parler de Mireille Apollon, la conseillère. Il y a des gens qui critiquent parce que Mireille Apollon, c'est peut-être pas la plus agressive au conseil. Dieu merci qu'ils ne sont pas tous des gens comme moi parce qu'ils vous feraient capoter. Mais Mireille Apollon, je la salue premièrement, c'était la première femme noire à se faire élire au conseil municipal de Gatineau. Une femme extrêmement classe, qui a su représenter la ville de Gatineau à différentes instances. Je l'ai croisée dans des activités où il y avait des ambassadeurs et c'est une femme qui est connue au-delà de la ville de Gatineau, qui a travaillé sans relâche pour les gens de son quartier. Les gens de son quartier aiment beaucoup Mireille Apollon. Alors Mireille, moi je te le dis personnellement, merci. Merci d'avoir donné un visage aussi calme, pondéré et raisonnable à la politique faite par une femme. Alors bravo, puis je te souhaite une belle continuation de ta vie au niveau personnel. Et oui, il y a de la vie après la politique, je te l'atteste. Pendant ce temps-là, il y a Emmanuela Lambropoulos qui a été élue pour remplacer Stéphane Dion. Bravo, Yolande James n'a pas passé. Salut, à la semaine prochaine.